Donc, je vous souhaite une belle causerie et une causerie qui est naturellement interactive aussi. Donc, ça nous permettra de... On aura le temps de poser des questions, faire des commentaires avec l'animatrice et également entre nous aussi. Donc aujourd'hui, c'est une journée, c'est une causerie très spéciale. Nous avons deux femmes exceptionnelles qui nous ont rejoints. Beaucoup d'entre vous connaissez déjà Rachel Thibault et ses compétences d'animatrice, comme vous savez, sont impressionnantes, en grande demande et très valorisées. Donc, pour nous, elle est un modèle de compassion et de compréhension, un modèle d'amitié et de soutien également. Bonjour, Rachel. Bonjour. Mesdames, nous sommes rejointes pour une seconde fois cette semaine, et 2 fois dans la même semaine. Oh. Une invitée d'honneur et non la moindre. C'est avec une très grande fierté et de joie également que nous, le partenariat Cancer du sein, cancer féminin, accueillons chaleureusement son honorable Madame Brenda L. Murphy, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. C'est spécial, mais c'est beaucoup apprécié. Ça, en tout cas, on aura l'opportunité d'en parler. Madame Murphy a été assermentée à titre du 32e lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick à l'automne 2019. Son honneur est l'ancienne directrice générale du St. John Women's Empowerment Network, c'est pas pu dire, une organisation qu'elle a dirigée pendant au moins 20 ans. Madame Murphy se consacre à l'élimination de la pauvreté et de la violence chez les femmes, ainsi qu'à l'avancement de l'égalité des sexes. Son honneur a été membre du réseau de l'égalité des genres au Canada. Madame Murphy a exercé 3 mandats en tant que conseillère municipale de la ville de Granby, Westfield, au Nouveau-Brunswick. De plus, son honneur a travaillé pour mal toute sa vie, je dirais, comme bénévole dans une variété d'organisations, notamment la maison de refuge pour femmes à Saint John également. Donc, ce que je peux dire, on a beaucoup de commun parce qu'on parle de empowerment, on parle d'habiliter les femmes à prendre des décisions en toute connaissance de cause. On parle d'éliminer la pauvreté, mais également de l'égalité, la capacité des deux genres, tout en tenant compte des spécificités au niveau de la politique, si on peut dire également, mais le fait aussi qu'elle a travaillé longuement, généreusement, à titre de bénévole pour des bonnes causes qui cherchent toujours à améliorer la qualité de vie des femmes, des familles, des communautés, des gens du Nouveau-Brunswick. Merci. Son honneur souhaite adresser quelques mots à nous tous et je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup Claire. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. J'ai participé à la session en anglais mardi et je l'ai trouvé intéressant et informatif.
Vous savez peut-être que j'essaie d'améliorer mon français. Je voulais participer aujourd'hui pour partager mon appui et mon message. C'est la première fois que je collabore avec vous. Je suis heureuse d'agir à titre de présidente d'honneur de votre organisme et j'ai hâte d'en apprendre plus sur le réseau que vous avez mis en place pour aider à améliorer la qualité de vie des femmes vivant avec le cancer. Vous savez peut-être que vient d'être nommé lieutenant-gouverneur, j'ai travaillé pendant plusieurs années auprès de Women's Empowerment Network. L'idée de trouver des façons d'aider les femmes et améliorer leur qualité de vie me passionne. Le thème aujourd'hui est d'une grande importance, même dans les circonstances les plus favorables et encore plus pertinent alors que le monde entier traverse une période remplie de stress. Merci de l'invitation et j'espère avoir l'occasion de me joindre à vous prochainement. Aussi, j'ai un autre rendez-vous à 14 heures. Alors, je vais peut-être devoir quitter la réunion avant qu'elle ne se termine. Merci beaucoup. Merci. Votre honneur, merci beaucoup, naturellement, et pour vos aimables paroles et votre cadeau. C'est un présent, comme on connaît très bien dans notre langage acadien, un présent qui nous amène beaucoup, qui nous fait chaud au cœur, qui nous donne j'oserais dire, un nouvel élan vers un avenir. J'ai décousu avenir pour dire avenir. Et voilà pourquoi que pour nous, c'est un immense honneur que vous nous faites, mais en même temps, une immense reconnaissance, pas nécessairement uniquement pour, mais une reconnaissance auprès de toutes les femmes qui ont lutté depuis bien des années à bâtir ce partenariat et à vouloir le continuer et à vouloir le renouveler et l'énergiser. Donc, encore une fois, merci. Là, maintenant, notre ami Soleil, puis là, je ne sais plus quoi faire avec ce système qui est en train de vouloir nous causer des petits malaises. Je ne sais plus quoi faire. Je peux peut-être commencer en partageant mon écran. Ah, tiens, voilà. On a décédé un petit peu le système, puis il réagit différemment. Ben, c'est notre ami Soleil qui nous arrive d'Ottawa. Regarde-moi dans ça qui est là devant l'écran. On a besoin de tes trucs puis tes moyens de gérer nos émotions et également le stress qui est vécu souvent par nos personnes atteintes de cancer, mais également, et également du COVID aussi. Donc, Rachel, je te laisse prendre la parole.
Ben, en démarrant, je veux dire encore une fois à quel point je me sens privilégiée d'être parmi vous. Je me sens vraiment beaucoup d'atomes crochus avec les femmes du Nouveau-Brunswick. Comme je l'ai dit déjà dans le passé, j'ai habité pendant plusieurs années en Nouvelle-Écosse. J'allais prendre mes vacances au Nouveau-Brunswick et pour moi, donc, j'ai gardé beaucoup des souvenirs plein de chaleur de toute la région du Nouveau-Brunswick et surtout de la culture acadienne aussi. Alors, merci énormément de m'accueillir. Puis, ce qu'on va regarder quand même assez vite fait cet après-midi, c'est ce que j'appellerais en quelque sorte les premiers soins au niveau de la santé mentale quand on vit un peu de stress ou quand on en vit beaucoup. Comme le disait Claire, on traverse tous une période assez déstabilisante avec la COVID. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de se ramener à niveau. Puis, aujourd'hui, c'est clair qu'avec à peu près une demi-heure, on ne peut pas aller dans les détails, mais ce que je voulais offrir, c'est donner assez d'informations pour que tout le monde aujourd'hui puisse au moins trouver une stratégie qui puisse soit l'aider à traverser une période de stress ou sinon à l'aider peut-être à suggérer à d'autres des façons de faire pour mieux naviguer la crise qu'on traverse dans le moment. Alors, puisqu'on parle de rebondir, de résilience, la première chose à laquelle on doit s'arrêter, c'est de réaliser que la définition qu'on va choisir de la résilience, en fait, va avoir un grand impact sur nos réactions par rapport au stress, par rapport à l'adversité qu'on peut rencontrer. Puis, dans le fond, on a comme deux grands choix au niveau de notre définition de la résilience. Alors, mon premier choix, c'est de me dire, la résilience, c'est savoir résister à l'adversité sans broncher. En d'autres termes, je me dis, si j'apprends une très mauvaise nouvelle, que je perds mon emploi, que j'ai une maladie grave, ce que je vais faire, c'est vraiment résister, juste encaisser et je vais démontrer le moins d'émotions, le moins de déstabilisation possible. Là, je prends sur moi et je suis forte. C'est ma définition de la résilience. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas toujours rester dans cette posture-là, que tôt ou tard, toute l'adversité qu'on rencontre, les difficultés, ça crée un cumul de stress. C'est un petit peu comme derrière une digue, ça monte, ça monte, ça monte, et éventuellement, la digue va céder. Pour nous tous, il va venir un moment dans la vie où on ne sera pas capable de juste encaisser et continuer. On va être vraiment affecté et déstabilisé. Et donc, pour ceux qui partent avec l'idée qu'il ne faut jamais broncher, il ne faut pas faiblir, le jour où ils faiblissent, non seulement ils réalisent qu'ils ne sont pas invincibles, alors ils ne sont pas capables de résister au stress, mais en plus, ça les déstabilise beaucoup. Et c'est comme si ça leur faisait perdre une partie de leur identité. Alors tout à coup, ils perdent la ligne de conduite qui s'était tracée. Eux autres disaient, ben, faire face à l'adversité, c'est juste encaisser, il n'y a pas d'autre façon de faire. Alors, tout à coup, ils se retrouvent démunis et ils ne savent vraiment plus comment avancer. Et ce que ça fait, en bout de course, c'est que souvent, le rétablissement va être compromis. Les gens vont continuer à naviguer dans de l'anxiété, de la dépression, puis ils n'arrivent vraiment pas à rebondir parce qu'ils ne sont jamais arrêtés au fait qu'elle allait peut-être s'effondrer à un moment donné. Donc, ils n'ont jamais pensé au rebond possible. Si moi, de l'autre côté, je comprends que la résilience, c'est vraiment un processus bien dynamique, puis que oui, je m'attends à être déstabilisée, moi, dans la vie. Je me dis tout de suite, d'entrée de jeu, d'emblée, il va y avoir probablement des situations que je ne serai pas capable d'encaisser et qui vont faire en sorte que je vais être très déstabilisée et je vais peut-être même m'effondrer. Si je pars avec cette notion-là de me dire, ça fait partie du champ des possibles, à ce moment-là, quand ça se produit, je ne vis pas ça comme quelque chose d'impensable. C'était déjà prévu et donc je considère que c'est tout à fait normal et temporaire,
d'être déstabilisée par le stress ou par l'adversité. J'avais vu venir le coup et je me dis, ah, c'est dans la normalité. Alors donc, beaucoup moins de panique. À partir du moment où je ne perds pas beaucoup d'énergie mentale à gérer la panique et le désarroi qui m'habite, ben là, il m'en reste pour me stabiliser, pour me poser des questions. Comment je peux m'aider moi, donc mes ressources internes, puis vers qui ou vers quoi est-ce que je pourrais me tourner pour me venir en aide, pour m'aider à me stabiliser. Et une fois stabilisée, à ce moment-là aussi, je peux rassembler mon énergie, puis je vais être capable de rebondir. Je vais revenir à mon état initial avant le choc. Et donc, je démontre de la résilience. Parce que ce qu'il faut toujours garder en tête, la résilience, c'est vraiment pas de l'invincibilité. C'est la capacité de rebondir après avoir vécu une épreuve. Puis en fait, plus on rebondit bien et plus on rebondit vite, c'est ça nos deux critères de résilience. Et donc, dans la résilience, on ne s'attend pas à rester là, de marbre, qu'il n'y a rien qui bouge. On s'attend à ce que les choses soient assez mouvementées par moments. Puis en résilience, il y a un très grand paradoxe, c'est qu'on a réalisé qu'à partir du moment où on reconnaît notre vulnérabilité, c'est ça qui va nous donner notre plus grande force. Et je le vois tellement ces jours-ci, je travaille étroitement avec des médecins un peu partout au Québec puis en Ontario, et eux, ils ont été formés à la première définition. Il faut qu'ils soient forts, il ne faut pas qu'ils faiblissent jamais. Et donc, quand ils sont comme ça, ils sont incapables d'identifier les failles de leur armure. Quand je leur pose la question, ils ne savent pas vraiment les endroits chez eux, les vulnérabilités, les failles qu'ils devraient protéger. Puis quand on s'y arrête, tout ça a vraiment du sens. Si moi, je m'arrête pour me dire, mes points faibles sont où? Et une fois que j'ai identifié mes points faibles, je vais être capable soit de protéger ces zones-là, ou je vais être capable justement de m'assurer que j'ai des stratégies au cas où je serais plus faible dans ces zones-là aussi. Alors, dans les études sur la résilience, ce qu'on dit souvent, c'est que la toute première démarche, si on veut être solide, c'est de s'accueillir. Puis là aussi, je parle d'un peu des gens que j'accompagne qui se blâment, qui se dénigrent, qui se tapent sur le clou en disant « je ne suis pas assez fort, c'est affreux, je ne suis pas à la hauteur ». C'est pas le bon point de départ. Le bon point de départ, c'est se dire on vit des choses difficiles, c'est tout à fait normal de réagir comme on réagit avec de la peur, avec de l'inquiétude, de l'anxiété. Et la vraie façon de faire, c'est d'accueillir tout ça sans jugement et de se dire, oui, ce que je traverse, c'est difficile, alors je vais me donner un peu d'espace pour souffler, puis pour me déposer. Donc, je vais être bonne par rapport à moi-même, plutôt que de me dénigrer, je vais prendre soin de moi. Alors, surtout dans la période de la COVID, c'est quoi les dangers qui nous guettent en confinement puis avec notre distanciation sociale? Parce que tout ça, ça va affecter notre morale, c'est clair. Alors, il va y avoir des impacts au plan du corps, parce qu'on vit beaucoup plus d'inactivité qu'avant. Il y a la question de la suralimentation. Maintenant, on est collé sur le frigo tout le temps, on ne peut pas se sauver. Et notre sommeil va être perturbé à cause de l'anxiété. Au plan de l'esprit, ce qu'on voit, c'est qu'on est tellement sur nos ordinateurs qu'on fait une sorte de surdose d'écran, de technologie de l'information. Puis ce que ça nous amène à être moins capable de porter attention, puis on devient moins créatif. Ce qu'on remarque depuis 2 mois, puis il y a déjà plein d'articles qui sont publiés là-dessus, c'est qu'on est vraiment en train de tomber, une bonne partie d'entre nous, en mode passif. On s'installe devant l'écran, puis on regarde les nouvelles en rafale, mais ils ont fait de moins en moins de choses créatives, comme dire ben, je vais essayer de voir est-ce que je peux me faire vraiment une bonne recette, essayer quelque chose de nouveau, ou je vais essayer de planter des nouveaux légumes cette année, puis je vais les démarrer à la maison.
faire justement des activités autres que le temps de travail, prennent nos moyens. Au plan du cœur, ben, c'est clair qu'on a toutes les émotions un petit peu plus à fleur de peau. On a le fusible qui saute un petit peu plus facilement. Toutes nos routines sont affectées. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, je disais avant, moi, aller faire mon épicerie, là, il n'y avait rien là. Mais là, je me dis, il faut que je planifie peut-être 1 heure et demie d'attente dehors avant d'être capable de rentrer. Puis quand je rentre, il faut que je donne la liste de ce que je veux, puis un commis qui m'amène exactement à l'allée où j'ai mes affaires. Donc, même mon épicerie, je ne peux plus la faire comme avant. Et ce que je sens, du moins ce qu'on sent fortement à Ottawa, puis je travaille aussi de façon virtuelle à Montréal puis à Toronto, ce qu'on sent, c'est que les gens se sentent comme entourés de souffrance, qu'on regarde les nouvelles, on regarde autour, il y a de la peur, il y a de la crainte. Puis, évidemment, avec tout ça, avec la distanciation sociale, on se sent de plus en plus isolé. Alors, voyons comment on peut regarder ces enjeux-là, puis comment on peut essayer de les atténuer. Je ne dis pas qu'on peut les résoudre complètement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les atténuer? Alors, on va regarder, encore une fois, le corps, l'esprit et le cœur et les émotions. Au plan du corps, notre plus grand danger dans le moment, c'est ce qu'on appelle le ralentissement métabolique. Puis, le ralentissement métabolique, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quand notre corps se met en mode de conservation d'énergie. Parce qu'on est moins actif, puis parce qu'on mange plus, notre corps se dit « Oups, là, il va y avoir un dérapage ». Alors, tout ce qu'il fait, il ralentit tous les systèmes, comme pour essayer de limiter les dégâts. Donc, le métabolisme, en fait, c'est tous les processus chimiques de notre corps. Donc, pour la digestion, pour l'évacuation, pour nos pensées, tout ça là, se met en mode de conservation d'énergie et c'est mauvais pour nous. C'est mauvais pour notre cœur, c'est mauvais pour notre humeur. C'est vraiment un état qui va même avoir des conséquences à long terme. Alors, ce qui est important, c'est de se maintenir assez actif pour que notre métabolisme ne vienne jamais au point mort. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qui est le plus efficace au niveau de l'exercice, c'est des petits exercices qui sont courts, mais qui sont plus intenses. Si, disons, moi, je dis, ben, je reste assise toute la semaine devant mon écran, mais passez-vous en fin de semaine prochaine, je vais aller faire 20 km de jogging. Mes 20 km de jogging vont peut-être m'aider, mais ils vont m'aider juste en fin de semaine pratiquement, parce que mon corps, lui, ce dont il a besoin, c'est d'être actif plusieurs fois par jour. Puis, ce que la recherche nous dit, c'est à peu près aux 2 heures. Qu'aux 2 heures, on devrait aller monter quelques marches, faire un petit tour de bloc dehors, n'importe quoi. Moi, j'ai des poids à côté, des poids haltères à côté de mon bureau. Alors, je mets de la musique que j'aime, je lève des poids, pas longtemps, mais juste assez pour dire à mon corps, là, wow, c'est pas le temps de ralentir, on continue. Et tout ça, ça va nous remettre le baromètre intérieur à la bonne place. Ce qui aide beaucoup aussi avec le ralentissement métabolique, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Puis, je sais que ce n'est pas quelque chose qui, juste comme ça à l'oreille, ça a l'air particulièrement intéressant, mais ça donne d'excellents résultats pour maintenir notre métabolisme. Qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? C'est qu'on ne mange pendant notre journée que pendant 8 heures. Puis de préférence, assez tôt dans la journée. Donc, ce qu'on a testé, c'est des gens qui vont déjeuner à 7 heures le matin, puis qui vont prendre leur souper à 15 heures l'après-midi. Donc, à 3 heures de l'après-midi, on a fini de manger jusqu'au lendemain matin. On a testé d'autres formules, puis on peut aller, grosso modo, jusqu'à peu près 10 heures le matin et 6 heures le soir. Donc, on peut naviguer dans ces eaux-là. Mais ce qui est important, c'est que notre corps ait faim. Donc, il faut qu'il y ait à peu près 16 heures de temps où notre corps ne reçoit pas de nourriture, où il a faim, et ça aussi, ça fait démarrer notre métabolisme. Puis, ça a l'air difficile comme ça, mais je vous dirais, moi, je ne propose rien que je n'ai pas essayé. Et donc, j'essaie le jeûne intermittent depuis à peu près 4 mois, puis je vous dirais que assez rapidement, on s'habitue à avoir faim. En fait, on ne sent plus la faim.
Puis je vous dirais que moi, ça m'a pris à peu près 3 jours à m'habituer. Puis ensuite, ce qu'il faut vraiment, le plus important de tout, plus que l'exercice, plus que notre jeûne intermittent, c'est protéger notre sommeil. Le sommeil, c'est la pierre angulaire de notre santé mentale et physique. Puis là-dessus, la recherche est sans équivoque. Si on ne protège pas notre sommeil, si on n'a pas environ 8 heures de bon sommeil, là, les choses risquent de déraper. Parce que c'est le sommeil qui va, en fait, réguler à peu près toutes nos fonctions physiologiques et psychologiques. Donc, nos neurotransmetteurs dans le cerveau, toutes nos hormones cardiaques, tout ce qui a trait au système gastro-intestinal, c'est tout notre sommeil qui nous recalibre ça. Et c'est clair que si physiquement, on vient complètement perturbé, psychologiquement, ça n'ira pas très bien non plus. Donc, aujourd'hui, si vous pouvez vous rappeler d'une seule chose qui est importante, ce serait en priorité protéger votre sommeil. Qu'est-ce qu'on fait aussi au plan de notre esprit? Comme je vous disais, ce qu'on remarque, c'est que notre attention est de plus en plus courte, puis on fait de moins en moins d'activités créatrices. Le grand coupable, c'est encore les écrans. C'est que quand on s'ennuie, quand on a travaillé beaucoup sur un écran, notre réflexe, puis c'est un réflexe bien naturel, c'est de se dire « Ah, ben, je vais peut-être aller écouter les nouvelles » ou « Ah, je vais aller écouter des vidéos sur Internet ». Ce qui fait qu'on reste collé à un écran. Et ça, c'est malsain parce qu'on en a déjà trop. Alors, à ce moment-là, il faut se faire un petit peu violence, résister à la tentation d'encore retourner sur l'Internet puis se dire « Non, là, je marque une pause, j'ai fait beaucoup d'écran et là, je vais aller pratiquer une forme de pleine conscience. Je vais essayer de revenir à moi, prendre le bilan, un petit peu faire le bilan de comment je me sens physiquement, comment je me sens psychologiquement. Puis la pleine conscience, c'est très, très bon aussi pour nous aider à nous voir aller, pour qu'on soit témoin de nous-mêmes. Puis ce qu'on va faire aussi, ça va être de varier nos activités, nos occupations, puis privilégier celles qui sont vraiment pleines de sens. Donc, après avoir fait beaucoup d'écrans, ce serait de dire qu'est-ce qui me donne vraiment une satisfaction profonde. Si c'est, puis là je fais une exception, si c'est vraiment d'aller parler à des amis, là l'écran ça a de l'allure. Si on se fait un Zoom avec des amis ou un FaceTime, quand il y a une composante humaine réelle, c'est sain. Alors si c'est pour aller renouer des liens avec des amis, c'est parfait. Puis autrement, justement, on va essayer de faire d'autres types d'activités, dire hey, ça fait des années que je ne fais plus de couture ou je ne fais plus de tricot ou je n'ai pas le temps ou de la courte pointe. Bien là, avec la COVID, pourquoi j'en ferais pas un peu? De me remettre à des activités qui me ressemblent, qui me font du bien. Qu'est-ce qu'on ferait au plan du cœur? Là, encore une fois, on a 3 enjeux, des émotions un petit peu à fleur de peau, la perte de nos routines, puis encore une fois, le sentiment de détresse autour de nous, puis d'isolement qui va croissant. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour atténuer ça? Alors, au plan du cœur, avec des émotions à fleur de peau, ce que la recherche nous dit, c'est qu'en période de crise, même quand on n'est pas en période de crise, quand on vit une émotion désagréable, notre réflexe, c'est vouloir la fuir. Puis je vous donne un petit exemple que j'ai rajouté depuis mardi. Si moi, je grelotte, alors il fait froid, je grelotte, c'est clair que j'aime pas grelotter. C'est loin d'être agréable, mais il faut que je prenne conscience que grelotter, c'est un signal que mon corps me donne que je dois écouter. Souvent, les gens vont dire « grelotter, c'est mauvais ». C'est ni bon ni mauvais grelotter. C'est juste un signal qui me dit que quelque chose ne va pas. Et donc, au lieu de me dire c'est bon ou mauvais, c'est de me dire c'est agréable ou désagréable. Puis dans les 2 cas, c'est de me dire mon corps, mon esprit m'envoie un signal. Et donc, nos émotions, c'est la même chose. Les émotions, fondamentalement, elles sont ni bonnes ni mauvaises. C'est juste des signaux comme grelotter ou avoir mal
ça nous dit « Oh, c'est le temps de s'arrêter ». Puis, ce qu'on sait, c'est qu'en temps de crise, les émotions désagréables se multiplient. Puis, les humains sont ainsi faits. Plus j'ai d'émotions désagréables, plus je vais tenter de les fuir. Alors, dans le moment, avec la crise de la COVID, la stratégie la meilleure qu'on peut aborder, c'est de se dire « Oui, ça me tente de fuir, mais je dois résister à ma tentation, m'arrêter, regarder l'émotion, même si elle est désagréable, puis de me dire qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre, quel est le signal qu'elle vient me donner, parce que ce signal, il est important pour mon bien-être. » Et donc, je vous propose une façon de gérer l'émotion. C'est écrit par une femme qui s'appelle Tara Brach, qui a beaucoup écrit en passant sur la santé psychologique des femmes. Puis, c'est tiré de son dernier livre qui s'appelle Radical Compassion. Puis, elle a créé un acronyme, RAIN, pour nous aider à nous souvenir des étapes de gestion d'une émotion. Puis, d'habitude, c'est désagréable, celle qu'on n'aime pas. Donc, la première étape, ça va être de reconnaître ce qui est. Si moi, disons, je suis en colère, je suis très en colère contre quelqu'un, puis quand on me dit « Rachel, es-tu en colère? » Non, je ne suis pas fâchée du tout. Ça ne me dérange absolument pas, je ne suis pas fâchée du tout, du tout, du tout. Mon déni, il ne me servira pas. Première chose, les gens vont s'en rendre compte parce qu'on manifeste quand même nos émotions. Et deuxième chose, ma colère, elle est là pour une raison et j'ai intérêt à la reconnaître, la valider pour être capable ensuite de la décoder. Donc, ma première étape, ça va être de me dire « OK, j'aime pas ça le reconnaître, mais je suis en colère. » Alors ça, une étape incontournable. Ensuite, c'est d'accueillir l'expérience telle qu'elle est. Pas de commencer à me dire ben, je ne devrais pas être en colère, c'est pas beau être en colère, c'est pas beau être anxieux, ou me dire ben, c'est pas juste, ce que je vis, c'est pas juste. Ça, là, on balaie tout ça, puis on se dit j'accueille ce qui est là. Dans le moment, je suis en colère ou je suis anxieuse, j'accueille ça et je ne me juge pas là-dedans, absolument pas. Encore une fois, je fais juste un bilan. C'est ça qui se passe. Puis ensuite, je vais essayer d'investiguer avec curiosité et bienveillance. Donc, je vais revenir à ma colère, puis au lieu d'être comme dégoûtée ou trouver ça difficile, je vais vivre ça comme une expérience, de dire « Ah, c'est intéressant. C'est vraiment curieux de voir comment je réagis. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui vient me chercher? » Puis, encore une fois, de le faire avec bienveillance, comme si on le faisait, entre autres, comme avec un enfant qui ne va pas bien. On ne se mettrait pas à crier après l'enfant, on le prendrait dans nos bras et on lui dirait « On va regarder ça ensemble. On va tout là, décortiquer ça ensemble. » Alors, c'est comme ça qu'on se traite. Puis de regarder d'où est venue l'émotion, pourquoi elle a pris de l'ampleur, qu'est-ce qui nous blesse là-dedans, qu'est-ce qu'on a le sentiment de perdre. Alors, on va tout aller regarder ça. Puis, à la fin, puis des réponses donc vont émerger. Puis, à la fin, c'est fort probable qu'on n'aura pas tout réglé ce qu'on avait comme charge émotive. Comme on dit en bon français, qu'on va avoir encore des crottes sur le cœur. Mais donc, là non plus, on ne se blâmera pas. On va dire, j'ai tenté justement de liquider une partie de mon émotion. J'ai fait ce que je pouvais pour bien la gérer. Il reste des résidus. Bien, ça aussi, c'est correct. Puis, je vais m'accueillir là-dedans sans me juger. Moi, j'ai fait les efforts que je peux, là où je suis rendue dans ma vie, et je m'accueille là-dedans. Et ce qu'on voit, donc, c'est que cette approche de RAIN amène à désamorcer nos émotions, puis ça rend toute la régulation affective beaucoup plus harmonieuse, puis c'est beaucoup moins lourd à porter, évidemment. Au plan du cœur, qu'est-ce qu'on va regarder dans notre deuxième point? La perte de nos routines. Puis je vous parlais tout à l'heure de l'épicerie où je dois aller faire la queue pendant une éternité. Il y a plein de choses dans nos routines qui sont bouleversées dans le moment. Et c'est clair qu'on a zéro maîtrise là-dessus. Moi, j'aurais beau frapper à la porte du Loblaws, ils ne me feront pas rentrer plus vite. Je n'ai aucun contrôle sur la situation. Et on sait que quand on n'a pas de contrôle,
ça engendre de l'anxiété. La meilleure façon de me donner un bien-être quand je suis dans une situation où j'exerce vraiment peu de contrôle, c'est de me poser la question, où est-ce que j'en ai du contrôle? Et de tenter de mettre de l'ordre dans ces zones-là que j'ai identifiées. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que si on fait des activités de nettoyage et de rangement, ça va nous amener un apaisement. Alors, même si le monde à l'extérieur est chaotique, je peux au moins m'assurer que moi, dans mon environnement immédiat, il y a une forme d'harmonie. Et ça, donc, ça va diminuer mon anxiété. Et c'est fabuleux, les recherches disent qu'on n'a pas non plus à se lancer dans le grand ménage du printemps, juste de faire la vaisselle sale qui traîne sur le comptoir, passer un petit coup d'aspirateur, déjà, ça va nous ramener à notre centre. Puis le troisième élément au plan du cœur, c'est encore une fois le fait qu'on est pas mal entouré de détresse, de souffrance, puis qu'on se sent isolé. Puis là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure au sujet de la résilience, la façon dont on aborde les choses va vraiment déterminer beaucoup nos réactions futures. Alors moi, si je regarde toute la souffrance, je regarde les nouvelles 25 fois par jour, j'entends des proches qui ont peur d'être malades, si je baigne là-dedans tout le temps, je vais me retrouver sur une voie vers la détresse. Parce que dans le moment, on constate la souffrance, on la voit aux nouvelles, on voit les craintes des gens. Puis, cette souffrance-là, parce qu'on est humain, elle trouve un écho chez nous. On va éprouver de l'empathie. Moi, quand j'entends, j'appuie des gens qui sont dans les réseaux de la santé, je les appuie virtuellement. Quand ils m'appellent et ils me racontent ce qui se passe dans les résidences pour personnes âgées, puis tous les établissements de soins de longue durée, c'est tellement dur ce qu'ils vivent, ça ne me laisse pas indifférente. Donc, j'ai de l'empathie, puis comme être humain, on a tous ça, on est capable de se dire, parce que moi, j'ai souffert, je peux comprendre ce que l'autre est en train de vivre. Puis on a vraiment, là, on le ressent dans nos tripes. Puis notre réaction spontanée, quand on ressent dans nos tripes ce que l'autre vit, c'est de se dire presque immédiatement, moi, je veux éradiquer cette souffrance-là, je veux l'atténuer, là. Je me sens, on devient responsable, on se sent responsable de la souffrance de l'autre. Puis quand on tombe là-dedans, ça va être le début de la fin pour nous. Parce que ce qui arrive, notre espace mental, tout à coup, va être juste rempli de souffrance. J'ai constaté la souffrance, j'ai raisonné avec la souffrance, là, je veux régler la souffrance. Alors, quand tout mon espace mental est habité par la souffrance, ça active chez moi 2 centres dans mon cerveau qui sont responsables de la douleur chez moi. Donc, à force de raisonner avec l'autre, ça en vient que j'ai mal, véritablement, mon cerveau se met à émettre des signaux de détresse. Alors, je tombe dans un état qu'on appelle la détresse empathique et je vais m'effondrer. Mais si je change de stratégie, puis je me dis à la place, ça commence comme l'autre, c'est clair qu'on constate la souffrance. Moi, les gens continuent à m'appeler avec leur détresse. Mais ce que je fais, tout de suite après, je change mon discours intérieur. Puis au lieu d'être habité par la question, il faut absolument que j'arrache cette souffrance-là, je me dis plutôt, quelle est la forme de bien-être que je peux leur apporter? Même si c'est minime, même si c'est banal, même si c'est juste un mot d'encouragement. Dans l'ici et maintenant, là, quelle forme de réconfort, quelle forme de bienveillance je peux donner à la personne qui est avec moi au téléphone. Puis ce que ça fait de changer mon discours intérieur, de passer de la souffrance à la bienveillance, à la compassion, tout à coup, mon espace mental, il n'est plus habité de souffrance, il est habité d'un désir de compassion, de bienveillance, et ça active tout un autre ensemble d'air cérébral dans mon cerveau, et ça m'amène dans un état où j'éprouve une force intérieure tranquille. Quand je parle aux gens en détresse, je suis plus comme anxieuse parce que je porte leur détresse. Moi-même, je ne suis pas en détresse, mais je les écoute, puis à chaque fois, je me dis,
qu'est-ce que je peux offrir? Dans ma réponse, je veux qu'elle soit toute tissée de bienveillance. Et donc, ça me protège, ça m'amène dans un état de force tranquille. Je me sens utile, reliée vraiment authentiquement à l'autre et je deviens résiliente. Et donc, c'est comme vous le voyez, c'est à la troisième étape que ça se joue, de s'assurer qu'on ne se laisse pas happer par la souffrance, mais qu'à la place, on se met en mode de bienveillance. Et ce que la recherche nous dit, c'est que la compassion puis l'autocompassion, on en parlait de l'autocompassion dans la gestion de notre émotion, de s'accueillir, c'est les meilleures postures de force pour l'être humain. Psychologiquement, c'est là où on est le plus fort. Puis l'image que je voulais vous laisser, c'est celle qu'on appelle d'un culbuton. Un culbuton, on a tous vu ça, c'est l'espèce de petites poupées qui sont lestées avec du plomb. En bas, c'est le centre de gravité. Donc ici, donc, ces petites poupées toutes lestées avec du plomb. Puis même si on les frappe sur le bord de la tête, elles vont aller, elles, frapper le plancher. Puis ensuite, elles vont osciller, 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 mais elles vont toujours revenir à leur centre. On a beau les frapper, ça va ting, 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 et on revient. Et elles reviennent à leur centre parce que, justement, elles sont lestées au plomb. Et on a réalisé en neurosciences que chez l'humain, psychologiquement, notre plomb, ce qui va toujours nous ramener en équilibre, c'est la compassion et l'autocompassion. Et donc, quand on vit de la détresse, la meilleure réaction, c'est revenir à ces questions-là. Quelles sont les formes de réconfort, de bienveillance que je peux offrir à autrui et que je peux m'offrir? Alors, c'est vraiment la question incontournable. Puis, c'est celle qui va vraiment changer la suite des événements, même si elle a l'air toute bête. Souvent, les gens me disent, bien, c'est simplement des mots, ça ne doit pas changer grand-chose. Ça change toute la réaction psychologique, neurologique qu'on va avoir. Puis à ce moment-là, donc, la détresse cesse de nous aspirer vers le bas. Puis justement, on se sent tellement relié à autrui qu'en fait, notre sentiment d'isolement va s'estomper. Alors, même si on est en confinement, même si on a notre distanciation sociale, on maintient ce sentiment-là d'être vraiment relié à l'autre. Et ça aussi, c'est vraiment très apaisant. Ce qui est important aussi quand on vit des situations d'anxiété, c'est d'agir. Plus on va rester passif, plus on joue à l'autruche, puis on essaye de ne pas trop regarder ce qui se passe, plus en fait on va être anxieux. Et donc, ce qui va être important, ça va être d'agir, même si c'est assez minime. Puis, ce que je voulais vous proposer, c'est ce qu'on appelle les micro-résolutions. Alors, juste pour vous situer, au jour de l'an, quand on prend nos belles grandes résolutions, règle générale, quand le mois de février arrive, on les a abandonnées. C'est ce que la recherche nous dit. Parce qu'on prend des trop grosses résolutions qui se fondent sur être et non pas sur faire. Par exemple, je pourrais dire, je veux être plus mince, je veux être plus patiente, je veux être plus organisée. Quand je reste dans le vague comme ça, puis juste dans l'être, on vient qu'on ne sait pas par quel bout prendre l'enjeu, puis on abandonne la partie. Puis aussi, quand c'est trop vague comme ça, ce qui arrive, c'est que notre cerveau, lui, il faut qu'il réévalue constamment la situation et il finit par s'épuiser. On tombe dans ce qu'on appelle en anglais « decision fatigue ». Alors, ce qui est mieux, c'est de prendre ce qu'on appelle des micro-résolutions qui vont solliciter les centres réflexes dans notre cerveau plutôt que ceux qui amènent les prises de décision. Puis les micro-résolutions, ça porte sur le faire et non l'être. Puis, je donne un exemple de centre réflexe. Il n'y a personne ce matin, je suis convaincue, qui a réfléchi vraiment fort à se dire « Comment je vais me brosser les dents aujourd'hui? » C'est tellement un réflexe, on n'y pense même pas. On attrape la brosse à dents, le dentifrice et c'est parti. Et les micro-résolutions, c'est ça. On veut faire des choix qui vont devenir tellement des réflexes dans nos vies qu'on ne les verra même pas passer. Alors, comment ça marche tout ça? Je vous donne un exemple. Il faut que ce soit facile. Alors, je vous donne un exemple dans ma vie. Pendant des années, j'ai tenté, je me disais, Rachel, il faudrait que tu sois plus organisée. Je suis allée nulle part ou pas très loin. Jusqu'au jour où j'ai commencé avec des micro-résolutions. Puis la première question avec les micro-résolutions, c'est de se poser la question, quel est le comportement
qui m'irrite le plus chez moi par rapport à l'organisation. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps, je perdais tout le temps mes clés. Bon, mais je me suis dit, moi, c'est de perdre mes clés, ça m'énerve d'être obligée de les chercher quand je suis pressée. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste mis un petit crochet au bord de la porte. Quand je rentre dans la maison, j'accroche mes clés au crochet. Quand je repars, je reprends les clés et je sors. Depuis ce temps-là, je ne cherche plus mes clés. Donc, ça ne peut pas être plus facile comme micro-résolution. C'est des actions explicites et mesurables. C'est très explicite, mon petit crochet, il est tout à fait là, dans mon cadre de porte. Ça offre une gratification immédiate. Même si j'ai mis mon petit crochet maintenant, ça fait presque 2 ans, sinon plus, à chaque fois que j'ai mes clés, j'ai encore une satisfaction. Je me dis, ah, pas besoin d'aller les chercher. C'est personnel. Il n'y a personne d'autre que moi qui aurait pu identifier que c'était ça qui me tapait sur les nerfs. C'était mon choix à moi. Il faut que ça ait une tournure positive. Si je m'étais dit, mon Dieu, si je mets un crochet, ça va abîmer mon cadre de porte, c'est-tu effrayant? C'est clair que si j'avais démarré comme ça, je n'aurais pas eu beaucoup d'enthousiasme. Alors que là, je me suis dit, hey, non, je mets mon crochet et ça va être tellement le fun, je vais être capable de retrouver mes clés. Alors, une belle tournure positive. Il faut que ça réponde à un signal. Donc, moi, c'est la porte. La porte s'ouvre ou se ferme, les clés vont sur le crochet ou sortent du crochet. C'est automatique. Puis, on ne prend jamais plus de 2 micro-résolutions à la fois parce que ce que la recherche nous dit, notre cerveau met à peu près 3 semaines à transformer un nouvel apprentissage comme ça en réflexe, donc de passer des centres de prise de décision aux zones réflexes de notre cerveau. Puis notre cerveau, il ne peut pas le multitâche, il n'est pas très, très bon là-dedans. Donc, pas plus que 2 micro-résolutions à la fois. Puis une aussi, c'est très bien. Donc, quand on a ancré une dans les modes réflexes au cerveau, on va chercher une deuxième et on construit sur nos petites victoires. Donc, pour la suite des choses, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous aider? Évidemment, je vous disais, on parlait de protéger notre sommeil, mais aussi rester en posture de compassion et d'autocompassion. Puis pourquoi pas ce matin, pardon, cet après-midi, moi c'est encore le matin, non plus maintenant, mais prendre une résolution aujourd'hui. Puis dans ce qu'on vient juste de voir, on a un choix. On peut peut-être réfléchir sur notre définition de la résilience puis dire, je pense que je vais prendre la deuxième ou je vais essayer de me convaincre au signal d'une difficulté, puis quand je commence à me taper sur le clou et à me dénigrer, me dire, ah, non, je veux une nouvelle définition de la résilience où je m'accueille, puis je me dépose. Protéger mon sommeil, est-ce que je vais me mettre une sonnerie, peut-être 1 heure avant d'aller au lit, pour me rappeler de fermer mes écrans pour mieux dormir? Est-ce que je vais me rappeler de ne pas prendre de café en après-midi? Parce qu'on sait que le café a une demi-vie de 7 heures. Ça veut dire que si je prends un bon petit café à 3 heures l'après-midi, à 7 heures le soir, j'ai encore la moitié de la caféine dans le sang. Donc, je peux peut-être me donner une petite stratégie, pas compliquée, mais qui va protéger mon sommeil, limiter mon temps d'écran, peut-être calculer combien de temps je passe sur l'écran dans le moment, puis essayer de voir si je peux faire autre chose. Des moments de pleine conscience, des petits bouts de méditation. Vous avez la chance de vivre une vie naturelle magnifique. Peut-être aller regarder justement un petit bout, aller voir la nature. Si vous êtes au bord de la mer, allez voir la mer. Des façons de méditer qui vont vous ramener à votre centre. Dire, ben, on commence à accueillir les émotions désagréables. Peut-être pas toutes, on ne se donne pas un trop gros défi, mais disons 2 fois par semaine, on va s'arrêter puis on va les regarder et les gérer avec Rain. Faire du ménage quand on ressent de l'anxiété. Puis changer son discours intérieur quand on est complètement absorbé par la souffrance des autres. Alors, comme vous le voyez, on a le choix, puis il y en aurait d'autres. Ça, c'est juste quelques-unes que je vous suggère pour vous aider à mieux contrôler peut-être les émotions qui viennent avec ce qu'on vit dans le moment. Puis je voulais laisser le mot de la fin à un scientifique qui m'a, moi, beaucoup influencé, que j'admire énormément. Son nom, c'est Hubert Reeves. C'est un astrophysicien qui a travaillé, entre autres, pour la NASA, puis qui a travaillé pour le Commissariat à l'énergie atomique de France. Un très, très, très grand scientifique.
Et Hubert Reeves, maintenant, il y a autour de 85 ans. Et en plus des articles scientifiques, qui a écrit des livres de sciences, il commence à se poser des questions un petit peu plus philosophiques. Puis, dans son dernier livre, il fait une très belle réflexion sur les qualités humaines qui ont nourri la résilience de notre espèce. Il s'est posé la question à dire, au fil de l'évolution, qu'est-ce qui a vraiment aidé l'être humain à rester résilient dans le meilleur sens du terme, tout en respectant le monde vivant autour de lui. Et donc, il nous dit, le long sentier de l'humanisation est éclairé par 3 luminaires. Le désir de comprendre le monde, donc la science, le désir de l'embellir, l'art, et le désir d'aider les êtres vivants à vivre. Donc, de s'épauler, d'être là les uns pour les autres. Et il conclut en disant 3 mots à retenir: connaître, créer et compatir. Puis dans cette période de COVID puis de crise, c'est vraiment ce que je nous souhaite à tous. Merci, puis ça nous laisse du temps pour des commentaires et des questions. Oups. Allô, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Claire, c'est Norma. Oui. Je peux peut-être commencer les questions. C'est toujours plus facile si quelqu'un d'autre brise la glace. Quand je pense à résilience, puis je regarde certaines familles, puis à l'intérieur de la même famille, tu peux avoir certains membres de cette famille-là qui sont extrêmement résilients, puis que tu en as d'autres qui sont pas du tout. Puis ça peut être frère, sœur, etc., etc. De quelle façon, y a-t-il une composante génétique à la résilience ou est-ce qu'on revient à tes définitions du départ? Il y a une composante génétique, puis la recherche nous dit que notre génétique, elle joue pour à peu près 30 à 40 de notre résilience. Donc, il y a une bonne composante génétique, mais le 60 restant, c'est des choses qu'on apprend. Développe nous-mêmes. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on va voir des frères et sœurs qui ont pas mal le même potentiel génétique, qui sont venus au monde avec pas mal les mêmes gènes, puis qu'il y en a justement qui vont être résilients, puis d'autres non, parce qu'il y en a qui vont avoir développé les bonnes habiletés, d'autres non, à côté. Mais ce qui est rassurant, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, si on n'est pas résilient, on ne sait pas de se dire je suis faite à l'os, il n'y a pas d'espoir, c'est ma génétique. On sait que ça s'apprend. Une supplémentaire, si je peux, Madame la Présidente Claire. Dans le contexte de développer ce 60 %-là qu'on peut apprendre, est-ce qu'il y a une composante qui est reliée au fait d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à se pardonner, d'apprendre à se connaître? Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous développer le 60 %, il faut que ça vienne de soi, d'après les informations que nous donne. Mais c'est pas tout le monde qui s'aime soi-même. Quel lien y a-t-il entre la résilience puis s'accepter tel qu'on est puis s'aimer tel qu'on est? C'est tellement une bonne question parce que ça va ensemble. On peut pas les dissocier. Ils viennent carrément ensemble. Puis pour ça, c'est une des premières questions qu'on doit se poser si on sent qu'on n'est pas résilient, que c'est difficile. La question à se poser, c'est comment je me traite? Comment est-ce que je m'accueille? Parce qu'on sait que si on est constamment en train de se dire qu'on n'est pas beau, pas fin, pas intelligent, pas tout, c'est ça qui va vraiment nous aspirer vers le bas. Que la première étape, c'est se dire, je m'accueille sans jugement. La partie du fait où on se donne d'autocompassion puis on s'accueille sans jugement, c'est là où on se donne la permission aussi de travailler sur nos forces, de dire « Ah, ben regardons, j'ai cette force-là, je vais la cultiver. » Mais si on fait juste se garrocher une brique et un fanal, on ne sera pas capable d'aller plus loin.
C'est Mais vrai. c'est vraiment le point de départ. Ouais. Ouais. Super, merci pour la très belle présentation. Mais merci pour les très belles questions. D'autres commentaires, d'autres questions? Ah, avec ça dit, ben, on arrive à la fin de notre après-midi de causerie. Rachel, notre ami Soleil, hey, ça va être ton nom maintenant. Ça me fait chaud. Parce que vous êtes mes amis soleil, c'est comme ça que Ouais, ben, vous tu appelle. l'es toi aussi et ça nous ferait bien plaisir de t'adopter. Rachel, ben, encore une fois, merci. Merci pour ce partage de sagesse, d'expérience, mais surtout de compassion, de compréhension de la personne, de ses besoins et de cette capacité d'unir nos façons de penser et de ta part de pouvoir partager dans un élément de causerie. Merci. Thérèse a le doigt de lever. Je veux simplement dire merci du fond du cœur, Rachel, pour cette merveilleuse causerie qui vient nous nourrir en ce temps de crise. Moi, je t'ai déjà entendu pour une conférence sur le sommeil. Et j'aimerais donc bien ça t'entendre de nouveau là-dessus. Ma démon. C'est ma bête noire, mon sommeil. Ça, c'est planté, ça, là, Rachel, là, mais... On peut regarder ça, mais entre-temps, ce que je voulais vous dire aussi, j'ai fait 5 vidéos, 5 en français, 5 en anglais, qui sont disponibles gratuitement. C'est offert, c'est sur le site de l'Association canadienne des ergothérapeutes. Puis, toute l'information sur le sommeil est dans le 2e, les prérequis pour la résilience. Puis c'est tout là, c'est un vidéo d'1 heure, puis ça va vous donner les... mais même après ça, si ça vous tente d'en avoir une, juste pour vous autres, vous me faites signe, puis on le refait. Juste sous nous autres, en dessous d'un arbre fleuri qui va produire des belles pommes d'avenir. Ah! Et vous l'avez entendu, vous êtes tous témoins. Oui. Ben, moi, je trouve tellement, comme je vous dis, moi, je me sens vraiment privilégiée de vous rencontrer. Puis j'ai tellement le sentiment qu'on est toutes là-dedans ensemble. Puis si on peut s'appuyer mutuellement, je pense que c'est la seule voie d'avenir. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'avenir. J'aime ça ton utilisation d'avenir, mais moi, je le sépare le avenir. Et oui, ça l'est. Nathalie, est-ce que... j'ai cru avoir vu Nathalie nous a laissé un petit message te remerciant, Rachel également, de ce partage de bel outil. Hélène Lavoie, on partage tous le même sentiment. Norma Dubé également souhaite un bon congé à tout le monde de cette semaine. Et de là, on avait Madame Son Honneur, Brenda Murphy, on y avait présenté un message, on va lui envoyer parce que j'ai l'impression qu'elle a dû nous quitter. On va lui envoyer un beau petit message qui porte sur les papillons. Les ailes sont des messagers d'espoir qui transforment nos cœurs pour nous guider vers nos objectifs et nos rêves. Et on voulait lui laisser un message tout à fait particulier qu'elle est porteuse comme patronne, comme nouvelle patronne. Elle est porteuse d'espoir et d'avenir auprès des femmes et des familles
auprès des femmes et des familles vivant l'expérience du cancer, mais également du COVID. Les deux en même temps, on a besoin de semer, comme tu disais, j'ai retenu, on a besoin de semer des moyens de bien-être, de mieux-être, de bonheur dans les vies de chacune et de chacun des familles qui passent à travers. Donc, on lui fera parvenir notre message de reconnaissance de sa part et également nos remerciements dans la population que nous représentons au Nouveau-Brunswick et d'être là. Donc, moi, je vous invite à la prochaine causerie qui est le 21 mai, la semaine prochaine, ça s'en vient, et Marie-Cécile va nous parler du prendre soin de soi, qui est très, très important, qui est clé et qui mérite une attention particulière. Il y a également le fait que je sais qu'on a pris un petit peu plus de votre temps. Je vous demande, on va vous envoyer d'abord un petit mot de remerciement de votre participation, mais également, on vous demande de nous partager vos impressions, vos commentaires, vos suggestions quant à la qualité de nos causeries, mais également aussi comment on peut les améliorer. Puis, qu'est-ce qui serait vos les besoins, des désirs que vous aimeriez qu'on travaille et qu'on vous présente. On a déjà eu des bonnes pistes sur lesquelles on va vouloir s'attarder dessus. On a vu des nouvelles, on a vu des créatives et tout le reste. Donc, avec tout ça, moi, je vous dis un gros merci. Ça fait du bien de découvrir la connexion avec les gens, mais également aussi le soutien qu'on peut se donner l'une envers l'autre dans toutes les situations. Je vous dis merci. Je vous souhaite une belle, belle fête de semaine. Et toi, Rachel, notre ami Soleil, je te souhaite du beau soleil. Mais nous autres, on va en avoir ici au Nouveau-Brunswick, ça a déjà commencé à briller. Et de là, encore une fois, venez nous voir de nouveau, dire ça de même, et de toutes les personnes que il y a Jeanne que j'y vois à peine, que j'ai pas dit allô, mais Jeanne nous vient de Néguac. Comment tu dis? C'est très bien. J'ai beaucoup